La ville de Grenoble ne serait pas Grenoble sans ces bulles, vous savez, ces cabines transparentes qui permettent de quitter le centre-ville et de rejoindre la colline de la Bastille en enjambant l'Isère. Des bulles tellement célèbres qu'elles sont devenues l'emblème même de la ville, un emblème récent finalement, car elles fêtent seulement leurs 40 ans cette année. Il faut dire que le téléphérique touristique existait bien avant leur arrivée. Il y a en effet plus de 80 ans que la ville a décidé de s'équiper. C'est ce que va nous raconter tout de suite le directeur de la régie du téléphérique que nous rejoignons sur place à Grenoble. Et je crois même que Jacques Pila, bonjour, vous êtes dans une de ces fameuses bulles qui fêtent cette année leurs 4 décennies. Mais en fait, c'est la 3e génération de cabines de ce téléphérique. Les premières étaient un petit peu moins originales. Oui, tout à fait. Nous sommes dans la 3e génération, les fameuses bulles. Les premières cabines à l'origine étaient carrées. Donc il y a eu une cabine qui avait une spécificité qui était dodécagonale, c'est-à-dire qu'il y avait 12 côtés. Après, il y a eu une cabine carrée maintenant, les fameuses bulles depuis 1976. Là, vous êtes en train de partir de la gare du bas ou en train d'arriver en haut? Parce qu'on n'a pas tellement la vue qui est derrière vous. Alors oui, là on est en train de partir de la gare du Bas, à altitude 200 mètres, et pour monter à 470 mètres, c'est-à-dire 260 mètres de dénivelé sur cet appareil mythique de Grenoble. Effectivement. Alors ce qui était original, c'était la notion de téléphérique urbain lorsqu'il a été construit. Je crois que c'était l'un des tout premiers au monde avec celui de Barcelone, sachant que le téléphérique du Midi avait déjà 10 ans quand même. Oui, tout à fait. Le téléphérique du Midi avait 10 ans et a connu une très belle carrière lui aussi. Après, on a eu le téléphérique du Salève quand même, qui était 2 ans avant le téléphérique de la Bastille. Et en 1934, avec la tour Perret et l'exposition universelle de Grenoble, est apparue ces fameuses cabines de Grenoble qu'on connaît bien aujourd'hui sous la forme des bulles. Alors justement, on vient d'apercevoir un plan où on a 4 bulles. Parfois on en voit plus, parfois on en voit moins. Oui, tout à fait. Alors, il y a un système de fonctionnement qui est pulsé sur cet appareil depuis 1976 qui nous permet de jongler un petit peu avec le débit, de débit dont on a besoin quand on est en exploitation. La plage d'exploitation est très large puisqu'on commence au mois de février et on finit fin décembre. Et du coup, quand il y a un peu moins de clients pour moins fatiguer la machine, on ne met que 4 ou 3 cabines en ligne, 2 fois 3 cabines et au maximum 2 fois 5 cabines. Et alors, c'est un téléphérique qui permet d'accéder à la Bastille. On l'a dit, c'est un site fortifié vieux d'un siècle seulement, je crois, qui est situé donc à 260 mètres au-dessus de la ville. Mais c'est avant tout la vue quand même qui est le principal intérêt de la balade. Oui, il y a une vue extraordinaire sur 300 degrés. On part depuis l'est sur le Mont Blanc pour finir sur toute la chaîne du Vercors, en passant par Beldonne, en passant par le massif du Dévoluy, en passant par le massif de Chartreuse. Donc on a vraiment une vue absolument exceptionnelle sur les Alpes et bien entendu sur la ville de Grenoble à nos pieds. Là, on est en train de croiser les cabines, oui. Donc nous sommes au milieu de la ligne. Alors, ce site qui est effectivement à voir, bon, il a un intérêt, on va dire, limité pour ce qui est du fort, justement parce qu'il est relativement récent. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez rajouté des activités, on va dire, pour varier les plaisirs quand même ? Oui, bien sûr. L'objectif numéro 1 du touriste, du visiteur de la Bastille, c'est bien évidemment d'abord et toujours la vue principale. Mais on a estimé à un moment qu'il fallait varier un petit peu les plaisirs et on a un certain nombre d'activités qui tournent autour du contemplatif ou du sportif sur le site de la Bastille. Alors dis-moi, c'est le maire qui à l'époque s'appelait Paul Mistral qui a lancé le projet. Je crois que le téléphérique a été inauguré en septembre, donc 1934, il a connu un succès dès son lancement ou il a fallu attendre un petit peu de temps ? On peut dire qu'il a eu un succès d'estime à son démarrage et tout de suite il a pris un certain engouement et on a eu des fréquentations qui ont été assez bonnes, mais les records de fréquentation on est en train de les battre cette année avec un mois de août 2015 à 48 000 passages, ce qui a été le record. Et oui. Sur une année on va jusqu'à 300-350 000 passages. Alors on est en train de voir, pendant que vous nous parlez, des images assez anciennes des cabines, puisqu'elles ont été renouvelées à 2 reprises. Et le premier renouvellement, c'est 1951. Alors, il y en avait toujours eu une pour la montée, une pour la descente, mais on est passé de 15 à 21 voyageurs. Est-ce qu'il y a eu d'autres modifications que la taille des cabines ?
Oui, il y a une modification. Alors pour un technicien, je ne veux pas trop faire de mécanique, mais pour un technicien, il y a une modification fondamentale, puisque le téléphérique dit va-et-vient des années 30 est passé en 1976 de type pulsé, c'est-à-dire qu'avant nous avions un câble qui montait et qui descendait avec une cabine accrochée dessus, tandis que maintenant les cabines sont accrochées sur le câble en permanence et elles montent sur le même brin et elles redescendent sur le même câble. Donc elles font le tour elles font le tour de la gare, ce qui ne se faisait pas avant. Donc en termes techniques et électroniques, c'est beaucoup plus compliqué et c'est par contre beaucoup plus confortable pour le client. Alors, la grande révolution, c'était en 1976, donc il y a 30 ans, avec ces cabines transparentes dans lesquelles vous vous trouvez d'ailleurs en ce moment. En fait, là, c'est tout le téléphérique qui a été reconstruit il y a 30 ans. Quasiment. On peut dire 90% du téléphérique. On a gardé certaines structures importantes comme les bâtiments. Celle du bas a été changée complètement. Celle du haut, on a gardé beaucoup de la structure existante. Et puis, on a fait évoluer, c'est la société Pomagalski qui s'en est occupée. On a fait évoluer tout le téléphérique avec un ingénieur très connu qui s'appelait Denis Cressel, un monsieur qui a pignon sur rue dans le monde de la remontée mécanique et qui a fait une prouesse technique de pouvoir faire ce téléphérique moderne dans une structure ancienne. Alors, il correspond pas. Et là, nous arrivons dans la gare supérieure. Ah, bah très bien. On a encore un petit peu de temps, on va faire le retour, je pense. Donc, on le disait, c'est du moderne. Il y a du métal, du béton, du verre. C'est un petit peu l'image qu'on voulait donner de la ville à cette époque. Ce qui est important de dire, c'est que c'est du made in Grenoble. C'est-à-dire que tout a été fait dans la région. Rien n'a été fabriqué en Chine. Ah oui, on peut dire que absolument tout a été fabriqué sur Grenoble. La société Pomagalski se trouve à Vorep, donc à une dizaine de kilomètres de Grenoble. Et puis les cabines dans lesquelles nous nous trouvons à l'époque étaient construites par un sous-traitant qui est une petite société qui s'appelle Sigma Plastique et qui est à Vérin dans le Nord-Isère. Alors ça bouge un petit peu parce que les cabines se ferment. Ouais. Voilà. C'est une mécanique impressionnante, il y a des câbles porteurs très lourds, des câbles tracteurs, et je crois qu'il y a 2 contrepoids de 46 tonnes chacun, c'est énorme. Oui, il y a des contrepoids très lourds. L'explication est toute simple, c'est que les câbles sont tendus depuis le haut. Donc il faut rattraper tout le poids des câbles. Et du coup, là, en effet, la salle des contrepoids est une salle très originale qu'on fait visiter de temps en temps à des curieux. Et on voit ces énormes contrepoids qui se promènent un petit peu en fonction de la charge qu'il y a sur la ligne. C'est vraiment une machine qui soulève les passions et qui a beaucoup de succès sur Grenoble. Alors l'inauguration a eu lieu le 18 septembre 1976. Et là, on va aborder la question qui fâche, ça a été une catastrophe. Une catastrophe, on va dire que c'est une inauguration qui a fait date. Voilà, parce qu'il y a eu une grosse panne et il a fallu aller secourir les gens qui étaient coincés dedans. Oui. Il y a eu un petit problème à la sortie de la gare du bas. Il y a une cabine qui s'est accrochée dans une pièce. Ça n'était pas une très très grosse panne, mais malheureusement, en termes de remontée mécanique, quand on a un arrêt d'appareil, eh bien, comme il y a des clients sur la ligne, on est obligé de procéder à ce qu'on appelle une évacuation de sauvetage. Et c'est ça qui a fait beaucoup parler. L'hélicoptère est intervenu en 1976. Ça a été vraiment une grosse histoire dans l'affaire du téléphérique de Grenoble. Mais d'ailleurs, on se demande si ça n'a pas été fait exprès pour en faire parler. Moi, je me pose la question, mais bon, il n'y a pas eu beaucoup d'incidents. Il y en a eu un récemment, c'était le 29 juin 2014. Là, c'est le vent qui a bloqué les cabines. Je crois qu'il y a une trentaine de passagers qui ont été bloqués. On les a libérés assez vite, d'ailleurs. Oui. Alors, le téléphérique a beaucoup de succès. Donc, on fonctionne de 9h du matin jusqu'à 0h15. Et quelles que soient les conditions météo, on essaye de fonctionner. Et ce qui s'est passé ce jour-là, c'est qu'on a été surpris par une rafale qui est montée à plus de 100 km/h, 104 km/h, et qui a fait dérailler le câble sur le pylône, ce qui n'est pas très grave, mais ce qui nous oblige à évacuer la ligne sans pouvoir faire bouger les cabines. Du coup, il y a eu un petit héliportage qui s'est très bien passé. Donc, 2 incidents sur 40 ans d'exploitation, on peut dire que ça marche bien pour le téléphérique. Voilà, non, on vous a titillé avec ça, mais c'est vrai que c'est plutôt un beau bilan. Les bulles sont en route depuis peu de temps, puisque chaque année, vous êtes obligé de les arrêter. C'est pourquoi? Pour tout vérifier? Oui, alors du fait que l'on tourne 7 jours sur 7 pendant quasiment toute l'année, on ne peut pas faire les entretiens
importants, donc on les effectue sur le mois de janvier. Et cette année, on a eu un travail plus important, puisque justement, suite à ces problèmes de vent, on a renforcé la sécurité sur la prévention du vent, sur la prévention générale de l'appareil, avec des caméras, des systèmes vidéo, des analyseurs, des anémomètres qui permettent de mesurer le vent beaucoup plus précisément et qui donnent des alarmes qui nous permettent d'être plus vigilants et de ne plus avoir ce souci en tout cas. Alors Jacques Pilet, ça sera ma dernière question. C'est une petite entreprise, le téléphérique de Grenoble. Vous faites travailler combien de personnes ? Eh bien, nous sommes 17 travailleurs, 17 équivalents temps plein qui fonctionnent sur toute l'année. Ça peut sembler important, mais quand on sait que la plage horaire est très 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 grande, puisqu'on tourne de 9h du matin jusqu'à 0h15, on a besoin de beaucoup de monde puisqu'il y a 3 postes dans la journée. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Jacques Pilat d'avoir été avec nous en direct depuis une bulle. Je me demande si c'est pas la première fois que c'est fait d'ailleurs. En tout cas, la technique a bien fonctionné, on en est ravis. Merci de nous avoir accueillis. Et puis je rappelle donc que ces bulles sont ouvertes dans leur plus grande amplitude de 9h15 du matin à 0h15. C'est quasiment la nuit, hein.